Bonsoir tout le monde. Alors, moi je vais vous présenter Lambda. Donc, je vais déjà me présenter tout court. Donc, moi je m'appelle Robin Miseray, je suis développeur back-end à Core Expert. Donc, j'ai plusieurs expériences sur AWS en production. On a déjà utilisé pas mal de services, donc, dont Elastic Beanstalk, la classique EC2, Lambda, puis une pléthore de services. On les a pas tous utilisés bien sûr, mais on en a quand même utilisé beaucoup. Donc, on a pas mal d'expérience sur AWS en production. Et on adore ça. Donc je vais vous présenter Lambda. Donc Lambda, on part un peu sur le... Je vais faire un petit sondage déjà, juste. Qui est développeur dans la salle? Back-end. Et qui est sysadmin? Est-ce qu'on en a? Ouais. Ok. Alors du coup c'est de l'infrastructure managée, donc sysadmin killer. Donc c'est un peu... Donc c'est managé à la manière d'Elastic Beanstalk, mais c'est encore plus managé que ça, puisque là on gère vraiment plus rien. Nous, on met juste du code source et on fait launch, et ça marche. Donc alors là, vraiment, il n'y a pas plus managé que ça. Donc par contre, c'est quand même du microservice, donc ça peut contenir du code un peu conséquent. Le microservice, c'est pas forcément le nombre de lignes de code, mais le but, c'est que ce soit des fonctions qui s'exécutent rapidement. C'est vraiment le but de ce service. Et c'est très flexible, parce qu'on peut le plugger sur à peu près n'importe quoi. Ça se plug sur des services à Amazon tels que, pour ceux qui connaissent SQS, le système de queue, sur SNS, le système de notification et plein d'autres. Ça peut s'invoquer directement avec le CLI, donc qu'utilisait Julien tout à l'heure, le ligne interface de AWS. Et invoqué par le SDK Amazon à la main, on peut avoir des endpoints HTTP, enfin on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà pour le service, donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, on va créer une petite fonction Hello World. Donc là on va vous retrouver sur la console Amazon. Donc on va aller dans le service Lambda, donc qui est dans Compute. Hop, on va créer une petite fonction. Alors là, il vous propose, donc il faut savoir qu'une Lambda, c'est soit du Python, soit du Java, soit du Node.js. Il n'y a pour l'instant que ces trois langages disponibles sur Lambda. Donc là, ce qu'il vous propose, en fait, il va vous proposer des templates de code qui peuvent vous aider. Moi, par exemple, je m'en suis servi pour savoir comment faire, et après, on plug un peu notre code dedans, et ça marche. Donc nous, on ne va pas se servir de ça. Donc là, on va décrire notre Lambda. Donc sachez que tout ce que je fais là sur la console, vous pouvez le faire avec le système de command line interface de AWS ou avec le SDK AWS, donc ça peut complètement être scripté, il n'y a pas de souci. Donc on va appeler ça load hello world. Hop, une description. Donc une lambda, c'est quoi? C'est exposer juste une fonction. Alors oui, pardon, je vais coder en Node.js ce soir. Donc j'expose juste une fonction, donc on va exposer. Ouais, désolé. Donc c'est juste une fonction, donc une fonction qui prend deux paramètres, l'event et le contexte. L'event, c'est quand Lambda veut vous passer de la data, il vous la passe par l'objet event, c'est juste un objet en JavaScript. Et contexte, c'est un objet qui contient des fonctions, donc qui vous contient les fonctions qui vous permettent de sortir de la Lambda. Donc vous pouvez appeler un fail ou un succeed pour lui dire que votre Lambda elle a échoué, qu'elle a réussi. Ou vous pouvez appeler directement done avec une erreur et un callback si vous voulez utiliser tout le temps la même fonction. Donc là, nous, on va faire qu'elle succède tout le temps. Hop. Et on va lui passer ce qu'on veut envoyer. Oups, pardon. Hop. Alors, ensuite, on va continuer les paramètres. Donc là, handler, c'est le nom de la méthode qu'on expose. Donc moi, j'ai appelé ça hello world. Le rôle, on est obligé d'en donner un, donc c'est juste le rôle, c'est vos policies de sécurité. Donc c'est en gros votre lambda à quoi elle a le droit d'accéder. Oui. Je crois qu'il y avait une faute juste au-dessus. Ah ouais, c'est tellement rire. Bien vu. Le point virgule, c'est quoi? Les gens auront pu voir. Il y a encore une faute? C'est bon, donc, hello world, merci beaucoup. Donc on est obligé de lui attribuer un rôle, donc moi je lui donne un rôle qui lui donne des droits sur S3.
mais théoriquement, vous pourriez lui donner un rôle qui a le droit à rien. Si votre lambda n'accède pas à AWS, c'est pas un problème. Donc là, on lui attribue de la RAM. Donc comme vous voyez, on peut lui attribuer pas mal de RAM s'il y a besoin. Du coup, on n'a pas besoin de beaucoup de RAM. Et donc un timeout maximum où elle va forcément fail après. Donc là, on va la créer. Hop. Donc vous avez un petit récapitulatif de ce que vous avez fait. Create function. Donc là, bah, apparemment, tout s'est bien passé. On peut la tester directement. Donc ça, justement, c'est l'objet event que je lui passe. Donc bah, là, je ne l'utilise pas. Donc, on teste. Et normalement, on va... Voilà. Salut les doses. Donc ça a bien fonctionné. Notre lambda, elle fonctionne. Et puis si, par exemple, on aurait envie d'un endpoint HTTP, bah, on va aller sur API endpoint. Pardon. D'abord, on va peut-être créer notre API. Donc alors là, je vais changer de service. Parce que du coup, le API Endpoint utilise un autre service d'Amazon qui s'appelle le API Gateway, qui est juste en fait un système de management des routes d'une API. Donc c'est complètement managé, il n'y a rien à faire. On va sur API Gateway. Donc comme vous pouvez voir, j'étais bien serein pour ce soir. Hop. Donc on va créer une nouvelle API. Voilà, hop. Donc on ne clone pas d'API. On la crée. Et voilà, donc là on a une API, donc on peut lui créer des méthodes, des routes, des ressources, et bah, nous on va le faire directement par le service lambda, parce que je trouve ça un peu plus simple d'accès. Donc on va faire add API endpoint, on va choisir le service, donc pour l'instant il n'y a que API Gateway qui permet de le faire. Là on va choisir quel est le nom de mon API, donc là nous c'est Lowe's API qu'on vient de créer. Donc on va lui dire la route, bon, ça me convient. En get, on peut choisir directement le stage de déploiement où on veut le créer. Donc pour l'instant, comme j'en ai pas créé dans API Gateway, il me propose que prod par défaut. Et on peut lui dire que notre API, elle peut être privée, donc accessible que par des gens authentifiés grâce à des clés AWS, ou elle peut être open worldwide par l'internet. Donc on submit, voilà. Donc il nous donne directement l'API, donc directement l'URL. Donc comme vous pouvez le voir, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 15 minutes pour être disponible, mais en général c'est instantané. Et j'ai remarqué que si vous redéployez, donc comme vous pouvez voir, hop, j'ai une URL avec une fonction qui l'exécute, j'ai rien installé, j'ai rien fait, juste copier-coller du code. Et puis je disais pas, je sais plus, c'est pas grave. Ouais voilà, pardon, c'est que oui, donc au niveau de la viabilité, ils disent 15 minutes, et j'ai remarqué que si on redéploie API Gateway directement, ça le rend up tout de suite. Donc en fait, c'est quand on utilise l'event source, enfin le API endpoint, que ça peut être un peu plus long. Donc si vous voulez quelque chose qui déploie tout de suite, passez par API Gateway. Alors, le contexte de ce que je vais faire ce soir. Donc là, on est dans du contexte événementiel. Je vais vous créer une espèce de web app événementiel, une espèce de concours photo. Donc on va uploader des images, on va faire un processing d'images, et derrière on va créer des nouvelles images grâce à des images processées, et on va les retourner au client. Donc le but, le contexte, c'est que c'est quand même éphémère, c'est quelque chose dont on a besoin pour une courte période de temps. Donc on a tous soit des clients, soit un produit qui nécessite des opérations marketing, des choses comme ça. Et c'est vraiment pratique d'avoir quelque chose qui nous permet de faire quelque chose à court terme. Et on a des ressources limitées, dans le sens où on n'a pas forcément et un sysadmin, et un développeur front-end, et un développeur back-end pour faire le travail. Donc c'est bien de pouvoir utiliser quelque chose de simple. Donc comme vous pouvez le voir, je suis un peu un expert front-end. C'est à quoi ça va ressembler tout à l'heure. Donc comme je disais tout à l'heure, on va faire de l'upload d'images, du traitement d'images, et on va faire un générateur de mosaïque. Les contraintes, on ne voulait pas de serveur, du moins pas de gestion de serveur, parce qu'on se doute bien qu'il y a quand même des serveurs derrière. On voulait quelque chose d'élastique, de scalable, donc ce que je vais vous montrer, ça l'est. Et vous voulez un coût minimum par requête. Donc il faut savoir que lambda, si votre lambda n'est pas invoqué, elle ne coûte pas d'argent. Donc vous payez en invocation. Je rentrerai un peu dans les détails sur le pricing plus tard. Donc l'infrastructure que je vais créer. Donc on a notre petit utilisateur qui va accéder à notre web context. Alors, je vais déjà expliquer les services, excusez-moi. Amazon S3, c'est un espace de stockage sur Amazon. Donc c'est un peu un Dropbox managé qu'on accède par le code. Donc bien sûr, ne me dites pas que je compare pas à Dropbox, s'il vous plaît.
Mais bon, c'est un espace de stockage et ça permet aussi autre chose, ça permet aussi de hoster des sites statiques. Et du coup ça nous intéresse beaucoup parce que notre serveur il est côté lambda, tout côté backend, et côté front-end, moi j'ai que du HTML et du JavaScript, j'ai pas envie de l'héberger sur un serveur. Donc je peux l'héberger directement sur Amazon S3. Après j'ai mon portail API Gateway qui va faire... j'ai mon portail API Gateway. J'ai mon portail API Gateway qui va faire le routing sur mes fonctions lambda juste derrière. Donc comme vous voyez, j'ai une lambda qui va aller chercher du contenu sur S3 pour faire des choses, une lambda qui est autonome, et là j'ai une petite lambda qui est toute seule, et en fait elle est automatiquement appelée à chaque fois qu'un nouvel objet va être créé dans un de mes buckets S3. Donc ça veut dire que c'est de l'invocation automatique qui se déclenche toute seule. Je vais donner la règle que quand un objet est créé sur mon bucket S3, elle se déclenche, et elle fait des choses. Donc on va voir ça tout à l'heure plus en détail. Alors voici pour l'instant. Oups, pardon. Alors, j'ai quand même préparé quelque chose avant de venir. J'ai créé les buckets S3, pour vous montrer à quoi l'interface S3 existe. J'ai créé ce qu'on appelle un utilisateur IAM. Alors ça, en fait, c'est le système de user d'Amazon. C'est pour avoir des credentials d'accès. Donc vous leur donnez des policies, vous dites à quoi ils ont le droit d'accéder. Ça vous donne des credentials, et après vous utilisez ces credentials pour appeler le command line interface, le AWS SDK, etc., etc. Et ça vous donne accès aux ressources ou non. Et du code back-end et front-end. Alors j'ai déjà fait le code en avance, on va le voir un peu ensemble, mais je l'ai fait en avance. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va créer l'API, on va créer une API entière, on va la déployer et on va même la faire évoluer. Alors je vous ai préparé un petit truc pour pas que vous soyez trop perdus. Donc on va commencer par l'authentification du formulaire d'upload. Après on va passer au traitement des images. Ensuite on va faire le générateur de mosaïque. On va déployer nos services sous forme d'API, on va mettre en place la partie front-end et on va regarder le résultat. Alors, tout d'abord, l'authentification du formulaire d'upload. Donc, il faut savoir que pour uploader sur S3, il faut avoir le droit de le faire. Vu qu'on n'est que côté client, je vais devoir générer une signature qui va expirer après une certaine période, qui va permettre au client de pouvoir uploader des fichiers sur une partie spécifique que j'autorise. Donc ça marche comme ça. Mon formulaire, en fait, je vais faire un appel AJAX sur ma lambda. Donc ma lambda va avoir un endpoint HTTP, elle va renvoyer les credentials. Le formulaire va les prendre en compte pour créer son formulaire dynamiquement en JavaScript. Et du coup, ça permettra aux utilisateurs d'uploader dans mon bucket S3. Donc pour ce faire, on va retourner sur l'interface de lambda. On va faire create function, donc toujours pareil, on n'a pas besoin des templates. Hop, on va appeler ça close get signature. Toujours en node, désolé. Et là, en fait, j'ai le code juste là. Oups. Voilà. Donc, je copie-colle mon code. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je fais, c'est que je génère une policy, donc le format que vous voyez, c'est le format Amazon, il est sur la documentation, et il n'y a rien d'exceptionnel. Je génère une date d'expiration pour dire jusqu'à quand ma signature elle est valable, une policy, donc c'est pour dire sur quel bucket j'ai le droit d'uploader, si je l'upload en public, en privé, etc., pour lui donner des informations. Et je vais générer grâce à mes access keys et secret keys une signature. Et je vais renvoyer tout ça, toutes les informations dont le client a besoin, je vais lui renvoyer dans un objet JSON. Donc, on va la créer. Donc, la méthode s'appelle getSignature. Je vais la copier-coller comme c'est un truc de frappe. Hop. Ça, c'est pas des exemples. Comme c'est. Comme c'est. Hop. Donc, on va toujours lui donner le même rôle. 128 mégas de RAM, ça suffit largement pour ce que ça fait. 3 secondes de timeout, ça me semble pas mal. On va faire next. On va la créer. Et on va la tester tout de suite pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je laisse un objet, mais il ne l'utilise pas. Hein, là, les valeurs que vous voyez, il ne va pas les utiliser. C'est sur Hello. Sur Hello. Non, c'est peut-être l'interface n'a pas eu le temps de se mettre à jour. C'est possible. C'est possible.
Donc voilà, donc là vous voyez que l'exécution elle a bien réussi. Donc là j'ai le résultat, donc c'est en gros des strings en base 64 et 2-3 informations supplémentaires que je fournis au formulaire, type le file name par lequel va être enregistré le fichier sur S3. Comme ça évite, donc j'ai un générateur de string, ça évite que les gens qui uploadent avec leurs appareils photo, qui nomment les images toutes pareilles, qu'elles s'écrasent les unes entre elles. Donc, j'ai ma signature, et ben on va tout de suite passer à la deuxième lambda. On va passer au traitement des images. Oui. Donc en code, tu avais des getAccess, getAccessKey, etc. Oui, alors en fait, des fonctions qui sont... alors c'est des fonctions que j'ai juste cachées pour pas vous montrer mes access et mes secret keys, mais normalement elles sont en clair dans le code directement, puisque là on est côté back-end, donc c'est le côté où on a le droit de mettre des access keys et des secret keys parce que personne ne les voit à part nous, si on a bien paramétré nos serveurs de sécurité. Enfin, bah là il n'y a rien à faire, donc c'est cool. Et après ça encode cette signature avec cette secret key avec ta policy en base 64, et c'est ce string qui est utilisé pour authentifier ton formulaire. Sinon, l'upload, il faut le faire côté serveur, comme ça tu utilises tes access key, secret key. Mais côté client, sauf si tu fais que ton bucket il est public, tu peux pas uploader comme ça sur S3. Il te faut des accès. Et donc ça sert à ça. Mais du coup, ouais, tu peux pas utiliser cette méthode si elles sont pas créées, quoi. C'est pas des méthodes natives de Lambda. Donc le traitement des images, comment ça va se passer? Donc notre form, il upload notre image sur le bucket S3. Notre bucket S3, il va envoyer une notification à notre lambda. Notre lambda, elle va processer l'image, donc elle va le faire grâce à ImageMagick, qui est installé nativement sur les machines où il y a des lambdas. Donc vous pouvez les utiliser directement. Ça, c'est plutôt pas mal, en tout cas en Node. Désolé. Et elle va processer, elle va faire son petit micmac, elle va processer mon image, et elle va la stocker dans un nouveau bucket S3. Alors pourquoi j'ai plusieurs buckets S3 et tout? Moi les buckets S3 pour moi je l'utilise un peu comme des dossiers. Et ça permet d'avoir des règles sur chaque bucket différentes. Par exemple, si on travaille que sur de l'image processée, les images qu'on upload au début, une fois qu'elles ont été processées, on ne peut pas forcément les garder. Le stockage on le paye. Ben, on peut lui faire des règles où il dit au bout d'un jour, si un fichier est plus vieux d'un jour, on le supprime automatiquement. Ou on l'archive sur un espace de stockage moins onéreux, mais qui par contre est plus lent, sur AWS qui s'appelle Glacier. Enfin, on peut faire des choses. D'où le fait de séparer en bucket, c'est plus facile à gérer que de séparer en dossier au sein d'un bucket. Sinon, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble l'interface de S3. Donc là, je vais recréer une nouvelle fonction. Alors ça va être un peu différent, donc pas pour ça, en tout cas, hop, je skip. Là, je vais uploader un zip. Donc il y a trois méthodes, hein. Comme je disais, on peut soit éditer directement dans l'éditeur de texte proposé, soit uploader un zip, ou même uploader un zip d'Amazon S3. Donc ça c'est très pratique quand vous automatisez vos règles de déploiement avec les lignes de commande, parce que du coup vous pouvez copier votre code, votre archive zip, c'est des archives, copier votre archive sur un bucket S3, et après vous servir de ce bucket S3 pour uploader le code sur vos lambda. Et puis ça vous permet de garder des traces de vos sources. Alors là, pourquoi je passe par un fichier zip? C'est parce qu'il faut savoir que Lambda n'installe pas vos dépendances. Il faut les avoir encapsulées dans votre archive zip. Donc pour ceux qui connaissent, par exemple, en Node.js, il ne va pas faire de npm install. Donc voilà, donc je vais nommer ma fonction. Hop. Je vais nommer ma fonction. J'ai appelé ça normalement process image, c'est plus tard, process image. Le rôle, alors là par contre le rôle a de l'importance parce que mon image elle va récupérer un objet d'Amazon S3 et elle va le réécrire dans un autre dossier Amazon S3, donc il faut qu'elle ait le droit de le faire. Donc là, je lui donne un rôle S3, il y a quand même une vraie raison. On va lui donner un peu de RAM, parce que là on parle de processing d'image, et puis quand vous uploaderez des photos avec vos téléphones, ils vont être un peu grosses. Et on va lui mettre 30 secondes de timeout, on n'a pas trop envie que ça s'envoie la station, donc c'est bon. Donc, j'upload par contre mon zip, ce sera peut-être mieux. Hop.
bon, j'ai peut-être perdu un petit peu le focus, donc on va recharger la page. Ça peut arriver. La console est parfois un peu capricieuse, mais souvent, non, ça ne l'a pas créé. Bon, alors du coup, je vais partir, c'est pas grave, je vais refaire le système en douce. Voilà, donc on va la recréer. Donc là, le but de cette lambda, c'est justement de la paramétrer pour que dès qu'un objet est créé sur mon bucket S3, elle s'invoque. Donc ça, c'est vraiment la partie intéressante de cette lambda-ci. Donc j'espère que cette fois, il ne va pas être trop capricieux. C'est une ADS7, attends un petit peu. Bon, en attendant, vous savez quoi, je vais vous montrer un peu le code du process image. Alors bon, forcément, ceux qui ne font pas de Node.js, ils vont trouver ça un peu bizarre, mais voilà, c'est de Node.js. Donc qu'est-ce que je fais? Alors, là, je récupère dans ce que me passe la lambda, event, quand on est déclenché en fonction d'un bucket S3, dans event, en fait, on a toutes les informations du fichier qui a déclenché cette lambda. On n'a pas le fichier, on n'a pas le fichier, on a juste des informations concernant ce fichier-là. Donc là, je crée des paramètres qui vont nous permettre de le récupérer sur S3. Donc c'est ce que je fais juste ici. Donc après, handleError, c'est juste une méthode qui va me permettre d'appeler le context.fetch si jamais ma méthode a généré des erreurs. Donc je vais l'écrire sur le file system parce que ImageMagick, alors nativement on peut lui passer des buffers. Moi j'ai utilisé ce qu'on appelle Simple ImageMagick pour que ce soit un peu plus facile à utiliser. Et je n'ai juste pas cherché pour passer un buffer, donc je lui passe l'image telle quelle, donc je suis obligé d'écrire sur le file system. Donc pour ça, lambda, il nous passe /tmp. Alors, on peut écrire sur le file system de lambda. Par contre, on n'a rien qui nous dit que la même lambda va être exécutée sur la même instance. Donc vous ne pouvez pas récupérer entre deux lambdas différentes quelque chose que vous avez écrit sur tmp, parce que potentiellement ça peut marcher, mais vous êtes sûr de rien. On lui passe des petits paramètres pour réduire l'image. On appelle la méthode convert qui va donc resize, qui va recadrer l'image. Et après, je recrée des paramètres pour appliquer un filtre négatif sur l'image. Et après, je me sers. Donc, j'écris. Donc, ma méthode va automatiquement écrire sur le file system l'image processée. Et du coup, je me sers de cette image processée pour créer mes nouveaux paramètres S3 et écrire l'objet dans le nouveau bucket S3, donc l'objet processé. Je génère une clé dynamiquement, donc ça c'est juste génération d'un string pour être sûr que j'ai pas deux fois le même. Et voilà, donc dans le body je lui passe un buffer, sinon il n'y a rien de spécial. Donc est-ce que... Voilà, parfait. Donc du coup, on va lui mettre ce qu'on appelle un event source. Donc un event source c'est quoi? C'est de quelle manière on veut déclencher notre lambda automatiquement. Donc comme vous voyez, je peux le faire de plein de manières différentes. Donc avec AWS IoT, donc le fameux Internet of Things, donc vous pouvez avoir des objets connectés qui invoquent des lambdas. Vous pouvez avoir, donc CloudWatch, c'est tout le système d'alarme et de monitoring de AWS. Donc sur une alarme, vous pouvez déclencher votre lambda. Vous pouvez la déclencher sur DynamoDB, qui est une base NoSQL. Kinesis, qui est un stream, alors c'est pas une queue, mais c'est un stream de données. Où les données, elles restent... En fait, en plus on l'utilise en production, donc je vais pas faire genre... parce que c'est vraiment pas mal. En gros, c'est un buffer de données, et contrairement à la queue, vos données restent pendant 8 jours dans le stream. Et du coup, ça a une capacité c'est beaucoup plus scalable qu'une queue. C'est un peu plus difficile à manager, mais c'est beaucoup plus scalable qu'une queue. Mais par contre, on ne s'acquitte pas des événements. Ça veut dire que deux applicatifs différents peuvent lire le même événement. On sert d'itérateur pour se déplacer dans le flux. Après, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder la documentation. S3, donc c'est ce qui va nous intéresser, et SNS, qui est le système de notification. Donc, on peut déclencher des SNS sur un peu. Donc nous, on va prendre S3. On va choisir notre bucket. Donc c'est là où je upload mes images. Quel type? Donc on peut l'activer sur une suppression d'objets, sur une création d'objets, même sur des
sur des spécificités. Moi, je vais prendre create all. Donc, dès qu'un objet va être modifié en gros ou créé, elle va être invoquée. Pas de préfixe suffixe. Donc, préfixe, c'est si vous utilisez des noms de dossiers dans vos buckets, vous mettez votre préfixe de dossier dedans. Donc, ça vous permet d'invoquer pas forcément sur toutes les langues. On va l'enable now tout de suite. Hop, très bien. Hop. Donc là, on est créé. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais en profiter comme ça pour vous montrer S3. Donc on va sur le service S3. Donc le service S3 est dans Storage. Hop. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai mes buckets. Je clique sur mes buckets. Et j'ai le contenu de mes buckets. Impressionnant. Donc je vais upload. Donc comme vous voyez, on peut uploader des choses à la main. Alors bien sûr qu'on peut le faire par le code, heureusement. Mais comme vous voyez, on peut uploader un peu ce qu'on veut. Donc je vais aller dans des images, je vais insérer une image, je vais l'upload, peut-être. Désolé, je suis un peu dépendant de la connexion. Donc voilà, et en attendant, qu'est-ce que nous on va regarder? On va regarder le monitoring de nos lambda. On va voir si elles s'invoquent bien. Donc là, le monitoring, premier petit graphique, on voit le nombre d'invocations de notre lambda, la durée. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va avoir trois courbes, la courbe maximale, la courbe moyenne et la courbe minimale de temps d'invocation. Si elle est tombée en erreur. Et les throttled, alors les throttled, en fait, il faut savoir que la limite, lambda a une limite, le service a une limite. J'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, c'est un peu compliqué. En gros, on ne peut pas avoir plus de base de 100 concurrentes invocations. Alors, ce n'est pas des invocations simultanées, c'est un calcul un peu différent. Ça dépend du temps d'invocation moyen de vos lambda, du nombre d'événements qui les trigger, qui les déclenchent, etc. Mais en gros, throttle, ça veut dire que vous dépassez la limite et toutes les lambdas, du coup, vont fail automatiquement et être rappelées. Donc, il faut se méfier, c'est un service où il faut juste prévoir une chose, il faut un tout petit peu anticiper. Ça veut dire que si vous commencez à utiliser le service lambda, vous voyez que vous adorez ça, normalement ça va être ça, vous allez adorer ça, et là du coup vous allez vouloir mettre des choses en production dessus. La première chose à faire, c'est contacter Amazon pour augmenter votre limite. Ils le font. Enfin, vous leur donnez votre use case, en général s'il n'y a rien d'exceptionnel, ils vont accepter tout de suite. Ça vous permet d'augmenter un peu votre limite, parce que nous on s'est fait avoir, et ben je peux vous dire que ça fait pas rire. C'est-à-dire d'un coup plus rien marche, donc jusqu'à que le service estime qu'on est redescendu en dessous du seuil de la limite. Donc n'hésitez pas à contacter AWS, mais d'ailleurs ça vaut pour tous les services. N'hésitez pas à contacter AWS pour augmenter vos limites si besoin. Donc là on voit bien qu'elle s'est invoquée, c'est vert, pas d'erreur, tout s'est bien passé. Et dans le process, j'ai bien mon nouveau fichier. Toutes les limites, faites attention à tous les services, moi aussi ça m'arrive de faire avoir. Elles sont dans la doc, vous cherchez AWS Limits, vous allez les trouver. Et en fait, en haut à droite, là dans la console, Pardon. Voilà, support. Ouais, si jamais vous voulez augmenter vos limites, vous faites là, voilà. Vous créez un ticket. Il y a une catégorie spécifique, raise limit ou je sais pas quoi, vous expliquez. Et oui, 99 fois sur 100, c'est fait sans discussion. Ouais. Les limites. Il y a certains services où, sur le nombre d'instances, par exemple, aussi parfois il y a. On peut oui. Effectivement. N'hésitez pas, quand vous avez besoin de les monter, n'hésitez pas à créer les tickets. Anticipez-les un peu et n'hésitez pas dès que vous utilisez un peu plus de ça va assez service. vite, mais bon, ça met pas beaucoup de temps. Alors, on va continuer quand même. Donc, le générateur de mosaïque. Donc là, lui, il va être rappelé sur un appel Ajax HTTP et il va récupérer des objets de mon bucket S3 où j'ai mes images processées. Il va se servir de plein d'images pour créer une mosaïque. Pour créer une mosaïque qui sera aléatoire. Donc, chacun d'entre vous aura une mosaïque différente sur s'il va avoir l'URL. Et il va renvoyer un buffer en base 64 de l'image, en fait, pour que le client puisse afficher la mosaïque de son côté. Et pourquoi en buffer comme ça, c'est ce qui est le plus rapide. Voilà. Donc là, on va la créer tout de suite. Donc, on va repasser dans Function. Hop. Une fois n'est pas coutume. On upload le zip. Donc
Donc là, par exemple, vous voyez, il y a une petite particularité. Là, vous voyez que je vais uploader le même zip selon l'œil. Et en fait, je vais juste exposer une méthode différente. Donc rien ne vous empêche d'avoir un projet avec plein de choses dedans. Et chaque lambda, vous lui dites quelle méthode vous voulez qu'elle utilise. Et comme ça, vous pouvez quand même avoir une... Vous n'êtes pas obligé d'avoir des scripts à droite à gauche pour chaque lambda. Sinon, ce serait un peu compliqué. Je vais juste récupérer le nom de la méthode. Hop. Le rôle, pareil, il va y avoir besoin d'S3, puisqu'il va lister les objets et les récupérer. On va lui donner aussi un peu de RAM à celle-ci. Et on va mettre 30 secondes de mode. Alors, ça va être un peu plus rapide. Ou pas. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste, je vais créer mon API. Donc, je vais linker mes deux lambdas qui doivent être appelés en Ajax à l'API que j'ai créé juste avant. Je vais enable tous les cores de l'application. Je vais déployer en prod. Et ben, ce sera donc, ce sera parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, comme tout à l'heure, comme pour la fonction Hello World, on choisit bien la bonne. Alors, par contre, je vais appeler ça un peu différemment. Je vais appeler ça get mosaïque. Open. On va prendre la deuxième lambda get signature. Et toujours en open. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur API Gateway. On va prendre notre nouvelle lambda. Alors là, vous allez voir, enable les cores de l'application, ça c'est un plaisir. On fait enable cores. On rajoute origine parce qu'on s'est bien trop fait avoir. Hop. Enable cores. Et voilà, donc ça c'est fait. Signature, on fait la même. Hop. Et puis ben, on va la déployer en production. Hein. Déploiement, prod, deploy. Donc là j'ai mon URL. Donc on peut la tester tout de suite. Signature, donc le nom de ma route tout à l'heure. Et c'est bon. Donc on a bien notre résumé. Donc là en fait, je viens de créer une API avec deux routes. Donc je sais pas m'ouvrir à chaque fois. Bon, alors, des fois la console Amazon elle est un peu capricieuse, surtout quand on n'a pas trop de réseau. Donc voilà. Donc là par exemple, je vais avoir trois routes sur mon API, get mosaic, get signature, low hello world. On vient de créer une API, j'ai pas touché une instance. Donc voilà. Et donc je vais juste gérer mon front, puisque maintenant je vais lui donner donc l'URL de mon API. J'ai une petite variable qui traîne, voilà, juste ici même. Alors, je crois que je l'ai resté. Hop. On sauvegarde. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais héberger mon site sur S3, donc on va faire ça tout de suite. Donc, on va aller dans le front. Je vais uploader mon fichier. Donc, alors, pour information, pour transformer un bucket S3 en site statique, peut-être être intéressant. Vous allez dans Static Web Hosting et vous faites Enable Website Hosting, vous cliquez juste là, vous dites le nom de votre index, et puis juste pas oublier de mettre vos fichiers publics, sinon forcément il n'y aura pas accès. Et pareil, au niveau des permissions, sur les buckets, je suis pas allé dedans tout à l'heure, je ne vais pas trop encombrer le meetup, mais en gros, oubliez pas d'éditer vos cores, sinon forcément vous n'aurez pas les droits de poster, de modifier des choses comme ça.
Donc on va uploader tout de suite le fichier. Évidemment, je l'ai mis à un autre endroit. Et voilà, donc là normalement, et voilà, donc ce que j'ai dit pas oublier, donc ne pas oublier de le faire, de le mettre public, sinon forcément on ne pourra pas y accéder. Du coup j'ai un peu pris d'avance, donc voilà, je vous invite tous à aller sur cette URL qui normalement, si je ne me suis pas trompé, doit marcher. Allez en 3G peut-être parce que je pense que la ligne va pas tenir. Donc, comme vous voyez, j'ai ma photo processée qui est juste en dessous, que je vous ai montré tout à l'heure. L'URL, je ne vous l'ai pas montré. Si, mais pas assez longtemps. Quoi, vous avez pu taper l'URL? Et donc, prenez des photos, uploadez des photos, pour qu'on voit que ça marche. Si ça marche pas, t'es viré. No pressure. Donc voilà, donc vous allez le voir, j'ai pas trop géré les métadatas des photos, donc elles sont pas toutes dans le même sens. Désolé d'avance. C'est tous bon pour l'URL. Hop, on repasse. Donc, si tout se passe bien, vous n'avez pas besoin de recharger les pages, ça va recharger tout seul. En attendant, on va déjà aller regarder nos services lambda, parce que ça se trouve, ils génèrent des erreurs de partout. Ça va? Et du coup, je vais dans le process image. On commence à voir les invocations, deux invocations, ça commence à monter tranquillement. Donc vous avez environ 1 minute de delay sur le monitoring des lambda. Vous pouvez, les logs sont gérés automatiquement par CloudWatch. Donc par exemple, je peux aller dedans pour vous montrer en 2-2. On arrive là. Ah ouais, donc tu fais de la wifi en fait. Ok, bon c'est pas grave. Hop. Donc là je vois mes petits logs, j'ai la date, je vais dedans, je vois que tout s'est bien passé, je vois le temps d'exécution de mes lambda, s'il y a des erreurs, quand j'ai appelé le contexte.flex, c'est ici que ça va s'afficher aussi. Donc voilà, donc si maintenant on tourne sur mon site comme on voit, j'ai toutes les photos qui se sont uploadées petit à petit, qui se sont modifiées. Et du coup je vais vous montrer une dernière chose. Par contre, elles se sont mis un peu des fois. Ah ouais, il y en a certaines qui se sont mis 2 fois effectivement. Donc, il y a dû peut-être avoir un petit souci au niveau du code que j'ai pas géré. C'est possible. Sinon, tu voulais pas remonter un déploiement pour Ouais, c'est exactement ce que je vais vous montrer en 2 secondes. Donc là, c'est bien gentil les lambda, tout ça. On met du code. Et je voulais vous montrer un peu une ligne de commande quand même. Donc, hop. Donc je vais utiliser l'AWS Shell parce que moi je ne connais pas très bien le CLI. Donc l'AWS Shell c'est juste une interface du CLI qui permet d'avoir de l'autocomplétion. Donc, lambda, on veut update le code de la fonction. Donc là, moi je dis un zip file. Alors la syntaxe, désolé mais c'est comme ça. Hop. Et du coup, évidemment, je me souviens plus comment j'appelle. Désolé. Hop. On lui donne le nom de la fonction, ce sera un peu plus facile. Donc j'ai appelé ça los comment. Pardon. Hop. Donc on récupère le nom de la fonction. Bien sûr, vous avez des méthodes qui vous récupèrent le nom des fonctions. Donc moi, c'est le process image que je veux updater. Donc on va récupérer. Sûrement ici, mais... Hop. On fait entrer. Suspense. Donc là, désolé pour la connexion internet, c'est un peu lent. Normalement, moi, à chaque fois que je le fais, c'est plus rapide. Tout le monde upload, mais bon. Non, c'est quand même dépendant. Donc, normalement, ça va quand même très rapidement.
Donc là, on n'est pas sur les 25 minutes d'Elastic Beanstalk, on est plus sur une question de en dessous de la seconde pour updater votre code du lambda. Donc il y a sûrement un petit moment où c'est inaccessible, mais comme il y a un système de retry automatique sur les lambda, en soi, c'est pas très grave. Et ben apparemment, il ne veut pas. Non, là, ça marche. Là, on Ouais, est je tous en te- train de... Surtout qu'en plus, autant vous dire que je fais des appels à Jacques toutes les 10 secondes pour vous régénérer une mosaïque, donc je pense pas que ça aide non plus. Bon bah, quand la commande elle m'aura dit OK ou j'ai dit n'importe quoi, voilà, donc parfait. Donc là, ça vous rappelle tout ce que vous avez fait sur votre lambda et ce qu'elle fait, donc pour récupérer des éléments si besoin. Et normalement, si vous réuploadez des images, maintenant, le filtre a changé. C'est plus un négatif. Hop. On va voir ça, des images. Ça va mal finir les images. Ouais, ça va finir les images. Je pense que ce sera vite coupé. Voilà. Donc, hop, est-ce qu'il y en a qui ont créé des images? Ah bah je vois que ça commence bien. J'ai dit le fit négatif c'est après. Donc là oui, effectivement, les images se processent plusieurs fois. Ah bah voilà. Donc ça fait une image au lieu d'appliquer un négatif. Donc voilà, donc assez rapide. Donc je vais juste finir. Ce qu'il faut retenir donc, de lambda, c'est que c'est la mise en place du back-end rapide et efficace. Vous avez vu, j'ai pas fait grand chose, j'ai uploadé des archives, j'ai copié-collé du code, j'ai cliqué sur des boutons, mais globalement j'ai pas fait grand chose et tout est en place, j'ai pas eu besoin de sysadmin. C'était parfait. Et autant qu'ils gardent leur temps, voilà, ça va. Plus de temps pour la partie front-end, bah ça s'est vu quoi. Donc, non mais vous avez plus de temps pour la partie front-end, les sysadmins, eux derrière, ils ont plus de temps pour gérer des trucs qui sont peut-être plus importants à gérer que juste une application éphémère ou d'autres choses, parce que vous allez voir, on peut faire plein de choses. Et je vous ai fait une petite estimation de coût. Donc là, par exemple, pour ce process-là, pour 1 million de requêtes par mois, 100 000 images uploadées, 100 gigas de stockage, c'est environ $18 par mois. Donc, pour de l'éphémère, je trouve que c'est honnête. Et attention, ça scale, hein, faut pas croire. Hein. S'il y en a 3 millions de requests, c'est pas grave. Quoi. C'est un peu la magie de AWS. Donc les use cases, vous en avez une pléthore. Il y a, nous par exemple, on utilise le processing parallélisable, le real-time analytics, des batchs. On peut faire plein de choses parce qu'en fait, une lambda peut invoquer plusieurs lambdas en asynchrone. Donc du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez en leur passant à chaque fois des données. Et elles peuvent écrire en attendant sur des bases de données ou sur S3 si vous avez besoin. Donc complètement event-driven, avec donc, les notifications SNS, tout ce genre de choses. Vous pouvez, nous par exemple, on a branché une lampe Hue au bureau, donc comme ça quand il y a une alarme, bah, ça clignote en rouge. Donc c'est vraiment pas mal, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Pour conclure, c'est quand même très facile à prendre en main. Il n'y a pas grand chose à savoir pour utiliser la lambda, à part coder dans le langage quand même, mais encore avec les templates, pas trop. C'est un coût assez réduit et c'est uniquement l'invocation. Je vous assure, c'est impressionnant la réduction des coûts quand vous avez quelque chose à scaler. Il y a un use case où ils font des PDF, ça leur a, ils sont passés de 5 heures à 5 secondes d'exécution et ils ont divisé leur prix par 10. Donc, parce qu'ils parallélisent sur énormément de lambda différentes. Du coup, ça va très vite, et comme lambda, le coût, il est en fonction du temps d'exécution et de la RAM que vous appropriez, bah, si les lambda, elles s'exécutent en pas longtemps, et ben, ça ne vous coûte pas d'argent. Et il y a un free tier spécifique sur lambda, je veux juste finir avec ça, il y a un free tier spécifique sur lambda, qui est par mois indéfini, ça veut dire que pour l'instant, bah, ils n'ont pas prévu de l'enlever, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte free tier pour en profiter, et il se reset tous les mois, et pour vous donner une idée, ma lambda get signature, je commence à la payer à partir de 3 200 000 secondes d'invocation ou plus d'1 million d'invocations. Sinon, elle ne me coûte rien. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Tu devrais rafraîchir
confronte dès qu'il y a une image processée. Ouais, on peut faire. Après, voilà, j'ai fait rapide, mais on peut faire des millions. On peut penser à des millions de choses. C'est vraiment ça qui est cool avec le service. Et ouais, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a un système de cron automatique. Tous vos crons, vous avez besoin d'une machine. Bah là, vous n'avez plus besoin de machine, quoi. Ça, c'est efficace. Des questions? Oui. Au niveau performance, c'est quoi comme nœud? Alors, au niveau performance, donc ça dépend de la RAM que tu lui attribues. Parce qu'il faut savoir, même si tu lui attribues de la RAM, je pense que derrière ça change aussi le CPU parce que enfin, c'est quand même assez lié. Donc je ne sais pas si Julien il va intervenir là-dessus, je ne sais pas s'il a plus d'informations. Mais globalement, sur nos tests, on a vu que même quelque chose qui prend du pur calcul de CPU, si on y augmente la RAM, il va plus vite. Et globalement, en termes de performance, c'est assez impressionnant, mais il faut laisser sur des petites tâches. Ça veut dire qu'il faut, au pire, on paralyse en plein de petites tâches, c'est pas un problème, mais pour des grosses tâches, c'est moins adapté. C'est moins adapté au traitement de grosses tâches. Et sinon, moi, pour l'instant, alors ça répond rarement en dessous de 100 millisecondes, donc ça, parce qu'il les déploie à la volée, vos lambda, je pense que ça, il doit y avoir du Docker derrière ou un truc comme ça, donc il les déploie à la volée. Il faut savoir qu'une lambda qui n'est pas appelée souvent, elle a un warm-up time, donc elle va mettre un peu plus de longtemps à s'invoquer, mais bon, une lambda que vous utilisez par exemple régulièrement dans la journée, elle n'a pas de warm-up time. Donc à vous de tester pour voir jusqu'où ça scale. Nous pour l'instant on n'a pas trop trouvé la limite encore. Oui. Est-ce que comme sur Heroku par exemple, il y a un moment où elle doit être hors ligne la lambda, où elle ne peut pas être utilisée, par exemple 6 heures par jour Alors je ne connais pas Heroku, mais en tout cas là c'est tout le temps up, sauf si toi tu dis explicitement que tu veux plus qu'elle soit up. D'accord. D'autres questions? C'est bon. Eh ben merci. Merci. Adrien.